Merci. Donc, il est l'heure. Bonsoir tout le monde. Donc, on va continuer notre préparation concours. Aujourd'hui, on va voir la pancréatique. Alors, c'est un cours aussi qui est très très important à connaître, ok? Parce que c'est une pathologie qui a certaines caractéristiques qu'il faut connaître, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir comme maladie c'est-à-dire pas assez compte, mais elle est très intéressante à connaître, d'accord? Donc, toujours, on commence par les objectifs thérapeutiques. Alors, tout d'abord, il faut reconnaître la pancréatite chronique. La définition, c'est quoi? Deuxièmement, comment faire le diagnostic? Donc, quels sont les moyens de diagnostic? Troisièmement, il faut connaître les causes des pancréatites chroniques. C'est très important. Et enfin, quels sont les principes du traitement? Donc, à chaque fois que vous avez une pathologie chronique, un malade qui a une pathologie chronique, au moins, vous allez savoir au moins quels sont les principes du traitement pour guider ce malade ou bien le traiter vous-même. Alors, on commence par l'introduction ou la définition de la pathologie. Donc, c'est une inflammation chronique du pancréas qui aboutit à une fissure, puis une destruction plus ou moins complète de la glande pancréatique. Donc, toute pathologie qui entraîne une inflammation du pancréas, c'est-à-dire que c'est presque le même schéma comme la cirrhose. Donc, toute inflammation chronique du pancréas, cette inflammation, quand elle se cicatrise, elle va donner une fibrose. Cette fibrose va entraîner une destruction progressive de la glande pancréatique. Alors, la destruction du parenchyme pancréatique commence d'abord par la glande pancréatique exocrine, puis à un stade tardif, la glande pancréatique endocrine. On va voir dans l'appel, dans le. Il faut savoir que cette chirurgie dans les anomalies sont irréversibles. Dès qu'on est au stade de fibrose, les anomalies ou cette pathologie reste irréversible. Et donc, malheureusement, elle va donner des complications et nous, on traite surtout les complications. Mais heureusement, donc, la pancréatite chronique, elle n'a pas assez des conséquences beaucoup plus graves que la cirrhose. Alors, d'abord un rappel anatomique avant de voir la pathologie, c'est très important. Alors, le pancréas, comme vous voyez le schéma, c'est un organe qui est plat à l'intérieur, de couleur en général jaune rose, de consistance qui est ferme, mais qui est très friable et fragile, entouré d'une fine capsule conjonctive, et à l'intérieur, il est formé de lobules qui sont séparés par des travées conjonctives ou graisseuses. Qui formés de lobules, ces lobules contiennent des acinées et chaque acinée contient des cellules qu'on appelle des cellules pancréatiques. Alors, c'est un organe qui est profond, donc ce n'est pas un organe superficiel. Et donc, c'est pourquoi qu'on ressent la douleur, elle est ressentie, c'est une douleur qui est profonde. Il est situé en sus-méocolique, juste au-dessus du côlon. Et c'est un organe qui est rétro-péritonéal, donc il est profond, et il est situé juste avant la colonne vertébrale, devant les vertèbres L1, au niveau des vertèbres L1. Donc c'est au niveau lombaire. Il est un peu bas en avant du plexus solaire, donc il est au contact en avant avec le plexus solaire. C'est pourquoi que, quand il y a la douleur importante. Et il est très solidaire au cadre duodénal. C'est pourquoi que, donc, il y a hypertrophie du pancréas, il peut y avoir une compression des lames et donc une sténose duodénale. Alors, c'est un organe longiligne, il mesure environ 20 cm la transverse de longueur et environ 5 cm la hauteur, tout au niveau de la tête pancréas. Mais c'est un organe qui est un petit organe quand même, il pèse environ 60 à 80 grammes de poids. Alors, quelles sont les parties du pancréas? Alors, le pancréas comporte quatre parties. De droite, vous voyez, c'est un organe qui est transversal et entouré du duodénum. Alors, il comporte la partie la plus grande, c'est la tête du pancréas, hein, qui est très épaissie et qui est entourée du cadre duodénum. Deuxième partie, c'est le col ou l'isthme du pancréas. Troisième partie, c'est le corps du pancréas.
Et enfin, c'est la queue du pancréas. Et donc, vous voyez, donc, en général, on a des épigastralgies, mais le pancréas peut donner une douleur allant d'hypocondre droit vers l'hypocondre gauche. Parfois, on a des douleurs situées au niveau de l'hypocondre gauche s'il y a une pathologie au niveau de la queue du pancréas. Alors, comment le pancréas, il est drainé par deux canaux. Il y a le canal du pancréas, c'est le canal excréteur, plutôt la station de sécrétion pancréatique sont drainés par deux canaux. Le principal, c'est le canal de Wirsong et un deuxième canal secondaire, petite taille, c'est le canal de Sandorini. Alors, pour le canal de Wirsong, c'est le principal canal, c'est comme la voie biliaire principale, c'est le gros. C'est un canal excréteur principal qui parcourt toute la glande pancréas de gauche à droite. Donc, il commence vers la du pancréas et il se termine euh, se termine avec le cholédoque dans l'ampoule de Vater à la face interne du duodénum, au niveau, c'est-à-dire du sphincter d'Oddi, ou ce qu'on appelle l'ampoule de Vater, et c'est l'ampoule majeure, d'accord? Et c'est la papille majeure. Il y a à côté, juste à 2 ou 3 centimètres, un petit orifice, ce qu'on appelle la papille mineure, ou le petit canal, ce qu'on appelle le canal de Santorini, qui draine seulement la tête du prêtre. C'est un canal qui est court, d'accord, et ça bouge aussi au niveau du duodénum, au niveau de l'ampoule de la terre, mais au niveau juste à côté, un deuxième orifice, ce qu'on appelle la papille mineure. Et le principal dans le canal excréteur, qui permet d'excréter les sécrétions pancréatiques vers le duodénum pour la digestion et l'absorption intestinale, c'est le canal de Wilson. Maintenant, on va voir le rappel physiologique, un peu d'histologie. Alors, il faut savoir que le pancréas est une glande mixte. Il comporte un tissu endocrine et un tissu exocrine. Mais la majorité du tissu pancréatique, c'est une glande exocrine. 85%, elle représente 85% du pancréas. Alors, le pancréas endocrine, il représente en général 1, 2, maximum 5% de tout. On va dire 1 à 2% de tout le pancréas parce qu'il y a d'autres tissus qui associent au pancréas. Alors, il comporte essentiellement des cellules dites des îlots de Lens. Alors, les sécrétions endocrines sont surtout l'insuline, qui est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, et le glucagon, qui est sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans, par les mêmes cellules, c'est-à-dire des cellules des îlots de Langerhans aussi. Il y a les sécrétions aussi de la somatostatine, d'accord, et les polypeptides pancréatiques, qui sont importants aussi dans la digestion intestinale. Deuxièmement, le pancréas exocrine, qui occupe la plus grande partie du pancréas, et il est composé à l'intérieur de l'huile. Ces cellules sont formées de acini, d'accord, et ces acini contiennent des cellules pancréatiques, d'accord, qui sécrètent ce qu'on appelle le sucre pancréatique. Alors, le sucre pancréatique contient des enzymes et il contient une sécrétion hydroélectrolytique. Cette sécrétion hydroélectrolytique, en général, elle est alcaline, contient de l'eau et de bicarbonate. Alors, les sécrétions enzymatiques, ils sont très nombreux, mais citons les principaux qui sont les enzymes lipolytiques, PAS, les enzymes glycolytiques, l'amylase. La lipase, c'est pour la digestion des lipides et des liposolubles. L'amylase, c'est surtout pour la digestion des hydrates de carbone. Et les enzymes protéolytiques, comme la trypsine, c'est pour la digestion des protéines. En général, les enzymes sont sécrétées par le pancréas sous forme inactive. S'il arrive au niveau du duodénum, ils sont activés par d'autres substances. Parfois, c'est des substances au niveau du duodénum pour devenir actifs et donc pas de digestion. C'est pourquoi il n'y a pas une à l'état normal. Il n'y a pas une autodigestion du pancréas par ces enzymes. D'accord? Malgré qu'il y a des enzymes, il n'y a pas une digestion du pancréas par elle-même. Alors, on continue avec la physiopathologie. On a vu un peu le rappel physiologique. Alors, dans la pancréatite chronique, il faut savoir qu'il y a 2 types de pancréatite chronique. Il y a les pancréatites chroniques calcifiantes
et il y a les pancréatites chroniques qu'on va obstruer. Et le tableau le plus fréquent, ce sont les pancréatites chroniques calcifiantes. Quand on dit mot calcifiant, c'est ce qui caractérise les pancréatites chroniques. D'accord? Alors, à partir de cela, il faut savoir que le point le plus important dans les pancréatites chroniques, c'est l'exercice de calcification. Avec, pour faire la différence avec les pancréatites aiguës, avec toutes les autres pathologies du pancréas. C'est l'existence du temps. S'il y a des calcifications, c'est très en faveur d'une pancréatite chronique que d'autres pathologies. Donc, c'est l'élément clé quasi pathognomique de la pancréatite chronique. Alors, ce tableau qui est le plus fréquent, en général, les pancréatites chroniques calcifiantes, ils sont secondaires à l'alcoolisme chronique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne une inflammation chronique. Cette inflammation chronique, bien sûr, elle évolue par poussée. Cette inflammation chronique va donc donner l'apparition de la fibrose, une destruction progressive du pancréas. D'une part. Deuxièmement, il va y avoir des lésions au niveau des canaux pancréatiques. Alors, ce qui entraîne la formation de bouchons protéiques intracanalaires au niveau des canaux pancréatiques. Ces bouchons protéiques vont, avec le temps, se calcifier, d'accord? Et ils vont donner une destruction ou atrophie de l'épithélium canalaire des canaux pancréatiques, d'accord? Et donc, dans la pancréatite chronique, on a surtout une pancréatite chronique calcifiante, on a surtout une atteinte des canaux pancréatiques. Alors, à cause de l'inflammation, à cause des calcifications, ils sont soit sténosés, dilatés, d'accord, ou atrophiques. Et parfois, quand il y a une sténose ou une dilatation, ils peuvent s'éclater, d'accord, et donc il va y avoir une rupture des kystes, d'accord, et donc formation des kystes, ce qu'on appelle ce liquide à l'extérieur des canaux pancréatiques va être colmaté par le tissu et donc forme des pseudokystes. Quand on dit pseudo, ça veut dire que c'est un kyste, mais qui n'a pas une paroi propre. Donc, il y a du liquide pancréatique qui provient des canaux pancréatiques, mais qui n'ont pas une paroi propre, et donc on va dire pseudokystes. D'accord? Donc, les pancréatites chroniques calcifiantes sont surtout caractérisées par l'atteinte de l'épithélium canalaire et donc par les sténoses, les dilatations et les atrophies des épithéliums, de l'épithélium des canaux pancréatiques. Donc, la distribution des lésions, elle est homogène, d'accord, en amont de l'obstacle. Mais la différence avec la pancréatite calcifiante, c'est qu'ici, il n'y a pas des lésions au niveau de l'épithélium des canaux pancréatiques. En général, les canaux pancréatiques sont préservés, d'accord, parce qu'il n'y a pas les bouchons protéiques qui se forment à la ventre et il n'y a pas les calcifications en général. Donc, vous voyez, donc on peut avoir une inflammation chronique du pancréas, mais juste elle était en amont, obstacle, d'accord, et il n'y a pas une atteinte en général, on dit en général, des canaux pancréatiques et il n'y a pas en général des calcifications pancréatiques. Sur le plan histologie anatomopathologique, on va voir l'aspect macroscopique d'abord des pancréatites chroniques. Alors, le pancréas va devenir comme un organe qui est indur, tuméfié et parfois même donner un aspect pseudo-tumoral. C'est-à-dire que vous allez difficile à différencier avec un cancer du pancréas. En général, il est entouré d'une fibrose ou sclérose très adhérente. Et dans les formes évoluées, il va y avoir une atrophie du pancréas. Et donc, quand on a une atrophie à l'échographie ou scanner, plutôt au scanner, il s'agit de stade terminal ou évolué des pancréatites chroniques. On a surtout la fibrose qui est irrégulière, qui détruit progressivement tout le parenchyme, d'accord? Elle est souvent focale, segmentaire ou bien diffuse en fonction du type de pancréatite. Il y a l'atteinte canalaire, donc en général, cet aspect qui est caractéristique quand on fait les échos biliaires, on va voir par la suite, on trouve plutôt les explorations pancréatiques,
on trouve donc des sténoses et des dilatations au niveau des canaux pancréatiques, la personne, voire même le canal de son. Il y a donc, vous savez que l'atteinte de la glande, on peut dire des cellules des îlots de Langerhans, elle est vraiment tardive. Donc, elle reste longtemps présente. Et donc, quand on a une destruction de ces glandes, et quand il y a destruction, donc il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de glucagon, donc on a en général l'aide et c'est ça. Alors, globalement, il faut toujours dans les pancréatites chroniques, faire deux tableaux des chiffres atomopathologiques qui sont très différents. Certes que les hépatites chroniques calcifiantes PCC, ils sont plus fréquentes, c'est le tableau plus fréquent que les pancréatites chroniques obstructives. Quelle est la différence sur le plan anatomopathologique? Alors, pour les pancréatites chroniques calcifiantes, la topographie des lésions, elle est en général lobulaire. Alors que la topographie de la pancréatite obstructive, en général, les lésions sont en amont de l'obstacle. D'accord? Et donc, elles sont homogènes. Par contre, pour la pancréatite, elles sont en général lobulaires et donc ils sont irrégulières. Alors, pancréatite chronique calcifiante, il y a des bouchons qui vont calcifier et donc beaucoup de calcifications qui sont visibles aux explorations radiologiques. Par contre, dans les pancréatites chroniques obstructives, il n'y a pas de précipité protéique et donc les calcifications sont rares. Dans les pancréatites calcifiantes, il y a l'atteinte des canaux pancréatiques et donc il y a des sténoses et des dilatations qui sont fréquentes. Dans les pancréatites connectives, les sténoses et les dilatations sont rares. Donc, aussi dans les pancréatites chroniques calcifiantes, il y a l'atteinte même de l'épithélium canalaire et donc il va y avoir une atrophie des canaux, de l'épithélium des canaux pancréatiques, alors dans la pancréatite constructive, l'épithélium canalaire préservé. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc quand on voyait les calcifications, les sténoses, les dilatations et l'atteinte irrégulière et les calcifications, ça se voit surtout dans les pancréatites chroniques calcifiantes, qui est le tableau le plus fréquent. Alors maintenant, on va voir les étiologies des pancréatites chroniques. Et il faut les connaître. Il y a une classification, c'est-à-dire, c'est une classification juste pour ces différentes étiologies et pour faciliter pour apprendre les différentes étiologies, ce qu'on appelle classification de TIGAR 0 ou TIGAR O, c'est comme vous voulez. D'accord? Alors, chaque voyelle est synonyme d'une étiologie. D'accord? Alors, le T, ce sont les pancréatites toxiques. On les a aussi les pancréatites métaboliques. C'est la plus fréquente. Alors, parmi les pancréatites toxiques ou métaboliques, c'est l'alcoolisme. Alors, quand on dit alcoolisme, c'est-à-dire c'est une consommation qui est importante, prolongée, en général plus que 10 ans, avec une consommation importante, en général supérieure à 100 grammes par jour. Donc, ce n'est pas une consommation occasionnelle. Alors, c'est une éventualité qui est rare. C'est pourquoi que nous, on ne voit pas beaucoup les pancréatites, les pancréatites chroniques. C'est-à-dire le tableau, c'est rare où on voit les pancréatites chroniques parce que la cause la plus fréquente, c'est alcoolique. D'accord? Par contre, les cirrhoses, on voit beaucoup parce que la cause, c'est virale. Donc, on a beaucoup de cirrhoses. La différence. Alors, pour l'alcoolisme, en général, c'est une pancréatite calcifiante. D'accord? Et même l'alcool peut donner aussi une cirrhose alcoolique. D'accord? On a déjà vu que l'alcool causait une cirrhose alcoolique. Et la pancréatite chronique, elle survient en général avant la cirrhose alcoolique. Alors, si j'ai un malade avec une cirrhose alcoolique, je dois chercher une pancréatite chronique. En général, le tableau, c'est-à-dire précède la cirrhose alcoolique. D'accord? Et même nous, c'est-à-dire chez nous, la cirrhose alcoolique, c'est rare. On a surtout les cirrhoses virales. Deuxième cause, ce sont les hypercalcémies. Alors, les hypercalcémies, les hypercalcémies importantes, elles se voient surtout par exemple, les hyperparathyroïdies, donc qui sont secondaires à des tumeurs parathyroïdiennes, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas une hypercalcémie occasionnelle, légère, etc.
troisièmement, il y a les causes médicamenteuses. Donc ça, c'est très important, les causes médicamenteuses. On a vu beaucoup de... il faut différencier. Certains médicaments, il faut donner une pancréatite, surtout aiguë. Mais parfois, et c'est rare, il y a des médicaments qui font aussi une pancréatite chronique. D'accord? Donc ça, c'est les causes les plus importantes en général. En général, ce sont c'est l'alcool. Donc 80% des causes de pancréatite chronique. Vous m'entendez? Alors, on continue avec les émojis. Oui, absolument. Deuxièmement, il y a les pancréatites. Donc, les pancréatites hépatiques. Je vous ai dit, TIGAR, donc T, c'est pancréatite toxique. Alors, I-G-A-R, 0. Alors, ou la O, d'accord, ou bien O. Donc, I, c'est idiopathique. G, c'est génétique. A, c'est auto-immune, d'accord. Et O, ou bien 0, O, c'est obstructif. Alors, tous ces étiologies, juste pour mieux apprendre, on va dire classification TIGAR ou. Alors, les causes idiopathiques, ça dépend, on cherche toutes les causes et on trouve pas. Donc, on dit idiopathique. Le mot idiopathique ou cryptogénétique, c'est la même chose. Alors, chaque pathologie, on trouve aucune étiologie, on va dire pancréatite idiopathique. Et quand même, quand on élimine toutes les étiologies, on ne trouve rien. Donc, la fréquence, quand même, elle est à 10%. Il y a aussi des pancréatites génétiques ou héréditaires qui rentrent dans le cadre de certaines pathologies génétiques et qui sont associées à d'autres maladies génétiques aussi. En général, ils se posent surtout chez les enfants. Il y a aussi les pancréatites auto-immunes, donc qui sont soit isolées, soit associées à d'autres pathologies auto-immunes. Par exemple, les qui est inflammatoire chronique de l'intestin, on peut avoir une pancréatite auto-immune, cirrhose primitive, qui sont des pathologies humaines. Il y a aussi une pancréatite aiguë, sévère, récidivante, d'accord. Et il y a enfin les pancréatites obstructives. Vous voyez comme les pancréatites obstructives occupent une place peu fréquente dans les pancréatites chroniques. Par contre, quand on dit obstructive biliaire, elle occupe une place importante dans les pancréatites aiguës, d'accord. Donc ici, dans les pancréatites chroniques, donc la cause la plus importante, c'est les pancréatites d'origine alcoolique, qui occupent 80%. Alors les 20% représentent toutes les autres étiologies. Alors en général, pancréatite en amont d'un obstacle au niveau du canal de Wirsung. Soit c'est un obstacle tumoral ou bien une sténose. Cette sténose, elle peut être post-traumatique ou post-chirurgicale ou post-radiothérapie, etc. Donc, il y a une sténose qui après donné donc une pancréatite chronique. Alors, on a vu les études, c'est très important. Maintenant, on va voir l'histoire naturelle de pancréatite chronique. C'est très important. Il faut savoir que la pancréatite chronique évolue en 3 phases. Alors, chaque phase, il y a certaines formes ou complications qui apparaissent, d'accord, qui sont fréquentes. En général, chaque phase, elle dure environ 5 ans, d'accord. La première phase, donc c'est les 5 premières années de l'évolution d'une pancréatite chronique. Alors, il y a beaucoup d'inflammation et de phénomènes inflammatoires. Donc, c'est la douleur qui prédomine. Donc, le tableau, il se révèle par la douleur pancréatique. Et puis, même dans cette phase, il y a la formation des pseudocytes. Ces pseudocytes, bien sûr, du pancréas, qui peuvent s'infecter et donner des pseudocytes nécrotiques. Il peut y avoir des pancréatites aigus sur pancréatite chronique. Et ces pseudocytes pancréas peuvent comprimer surtout la voie biliaire principale qui est juste à côté et donc donner un ictère rétentionnel. Et donc ça, c'est les complications surtout au cours des premières 5 années d'évolution du pancréatite chronique. La deuxième phase, c'est en général les 5 deuxièmes années qui suivent, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans. En général, la douleur, elle va commencer à diminuer. Les complications comme les psoriasis rétentionnelles ou compression biliaire, ils restent toujours. Donc, ils restent dans la première phase et la deuxième phase. Enfin, il y a la troisième phase. Cette phase où, en général, les malades viennent pendant cette phase, en général, malheureusement. Alors, il n'y a pas de douleur. Donc, c'est les pancréatites, il n'y a plus de douleur. Elles sont non douloureuses.
ici, il y a une destruction de la majorité du tissu pancréatique et donc il va y avoir une insuffisance pancréatique. Alors, au début, il y a une insuffisance pancréatique exocrine, à un stade tardif, en général, c'est après 10 à 15 ans d'évolution, il y a une insuffisance pancréatique endocrine avec toutes ses conséquences. D'accord? Donc, vous voyez, les signes d'insuffisance pancréatique n'apparaissent qu'après, en général, 10 ans d'évolution. Alors, les signes qu'on voit, alors le tableau clinique, en général, c'est un homme. Les pancréas se voient chez les hommes, en général. À un certain âge, après, souvent alcoolique. Donc, même chez nous, si on voit un cas, c'est un alcoolique en général. Et c'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de pancréatite chronique. C'est rare qu'on voit une pancréatite chronique. Mais vous allez voir, c'est une alcool en général. Et c'est un alcoolisme important, plus que 10 ans. Le symptôme majeur, mais qui se voit surtout dans les premières années d'évolution, c'est la douleur pancréatique. Alors, quand on dit douleur d'allure pancréatique, ça veut dire qu'il y a certaines caractéristiques qui vont vers le pancréas. Premièrement, c'est des douleurs en général qui sont intenses, qui est de siège épigastrique, parce que le pancréas, en général, il siège au niveau du corps du pancréas et la tête siège au niveau de l'épigastre. Ils ont une irradiation postérieure. Parfois, ça donne des douleurs même lombaires. Transfixiante, elle est profonde. Parfois, la douleur donne un aspect en ceinture, c'est-à-dire le malade va sentir des douleurs au niveau de l'abdomen et au niveau du dos. C'est-à-dire qu'elle va irradier en ceinture ou on dit en barre. C'est la même chose, en barre ou en ceinture, c'est-à-dire que c'est transversal. Elle est soulagée par l'antéflexion du tronc. Alors, il faut se rappeler toujours, il ne faut jamais oublier qu'un malade, quand vous le voyez en position antéflexion, c'est-à-dire il met sa main dans le ventre, et il donne cette position antéflexion pour soulagement, vous pensez au pancréas. Jamais oublier, pensez au pancréas. Ou bien la position en chousie pour, par exemple, position chez chousie. C'est ça. Alors la douleur en général, sans oublier, c'est une douleur qui est profonde, transitiante et irradiation dorsale. Il ne faut pas oublier, les malades, parfois, ils ont des douleurs même lombaires. Ça, c'est très important. D'accord? Ces douleurs sont déclenchées par l'alimentation et la faim. C'est sûr et certain. Ils sont soulagés quand le sujet il est à jeun. D'accord? C'est pourquoi que le malade évite la nutrition pour calmer la faim. Et en général, le malade, il est dénutri, amaigri, parce que il fait c'est-à-dire, c'est volontaire, il arrête, c'est-à-dire, il ne mange pas beaucoup pour éviter la douleur. Alors, la douleur, en général, elle évolue par crise. Elle peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais avec des espaces d'intervalle libre. Ça peut être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, mais c'est le symptôme majeur de la pancréatite chronique, mais il faut savoir qu'il survient surtout dans les premières années de l'évolution. La différence avec la pancréatite aiguë, la douleur, c'est le même symptôme. Alors, deuxième symptôme, il y a une altération progressive que pas générale. Elle est liée surtout à il y a la stimulation pancréatique, donc il va aggraver. Pardon? Vous n'entendez pas? Non, Vous m'entendez? parfois il y a une interruption du sang. Ah, bon. Non, j'ai des chances. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, docteur, si seulement vous pouvez répéter le dernier point, s'il vous plaît, ça a coupé. Ok, merci. Okay. Alors, je répète à partir des signes cliniques. D'accord. On a dit qu'il s'agit en de 40 ans. Alcool chronique avec plus que 10 ans. D'accord. C'est très important. Hein. Même si le malade va vous dire je ne suis pas alcoolique, vous allez chercher, vous allez trouver en général un tableau, c'est un sujet alcoolique. D'accord. Et souvent, les pathologies chez les hommes. Alors, le médecin, c'est la pancréatique. Alors, c'est une douleur de siège gastrique
à l'irradiation surtout postérieure, parce qu'elle donne des douleurs dorsales ou dorsolombaires. Elle est transfixiante, puisqu'on a dit que c'est un organe qui est profond. Et pour la douleur, elle irradie en ceinture, en barre. Ça, c'est très important. Le malade qui vous dit c'est douleur avec irradiation en ceinture. Bien sûr, cette douleur est soulagée par une flexion du tronc ou bien la position en chien de fusil. C'est très important. À chaque fois que vous voyez un malade qui met cette position, la main dans le ventre, il est penché vers l'avant, vous pensez au concret. Cette douleur est déclenchée par l'alimentation. Pourquoi le malade, il essaye tout d'éviter l'alimentation pour calmer la douleur. Et donc, je vous dis que c'est en train donc la dénutrition, donc la maigriture. C'est rare où une pancréatite chronique est révélée par conso, donc en général dans 10%, et surtout c'est la douleur pancréatique, mais sachant que la douleur pancréatique vient surtout dans les premières années de vision. Quand il y a une douleur de découvert une pancréatite chronique alors qu'il n'y a pas de douleur, ça veut dire qu'on est au stade terminal. Il y a la fédération dégénération, c'est un sujet qui est maigre, il y a un amaigrissement. Et cet amaigrissement, certes, il y a une maldigestion, c'est signe, parce qu'il n'y a pas des enzymes pancréatiques qui jouent un rôle important dans la digestion de la portion intestinale, mais l'amaigrissement, il est lié surtout à la diminution, voire l'arrêt de l'alimentation par le malade pour la douleur. Donc, ce malade est toujours une perte importante. Alors, à l'examen clinique, en général, il est très professionnel, d'accord, contrastant avec l'amaigrissement et de la douleur. Donc, quand je fais l'examen, il n'y a pas de. Pratiquement, il n'y a rien, c'est-à-dire en général, sauf la nutrition. Mais au stade, quand il y a des stades très évolués, on peut trouver, par exemple, une hypertension portale. On a ces pseudokyste, on va voir après par la suite, ces pseudokyste du pancréas qu'on a parlé, qui est la complication la plus fréquente de la pancréatite chronique, peut imprimer la voie biliaire principale et donner un excès tensionnaire, peuvent primer plus à côté qui sont soit la veine porte, soit la veine mésentérique, soit la veine sphérique et donner une hypertension portale avec toutes ces séquences, c'est-à-dire il y a apparition des varices au niveau de soi, comme la cirrhose, c'est-à-dire comme la cirrhose, apparition des circulations veineuses collatérales abdominales et des varices au niveau du tube digestif et seulement osogastrique, avec graisse, rupture et donnement digestif. C'est rare où on trouve une masse épigastrique et qui correspond à une kyste volumineuse au niveau du pH, d'accord? Mais c'est vraiment rare. Alors, il faut chercher quand même à l'examen clinique des manifestations de l'intoxication alcoolique. Parce que le malade vous dira non, je ne bois pas beaucoup, ou bien je ne bois pas carrément, chercher des signes chroniques. Alors, il faut rechercher même s'il n'y a pas des signes neurologiques, c'est des sortes de la neuropathie d'origine neurologique, ou bien s'il n'y a pas aussi des cliniques, par exemple la varicosité des veines, des petits vaisseaux qui apparaissent au niveau des veines. Donc, ça, c'est hors de l'alcoolisme. Alors, les varices au niveau des membres, la rougeur, vous connaissez aussi les signes d'alcool, la rougeur des yeux, etc. C'est clinique. Hein? Et il y a même, il faut rechercher les manifestations hépatiques. Bilan hépatique perturbé. Alors, les gamma-GT qui sont augmentés, c'est en faveur de l'alcoolisme. D'accord? Une macrocytose FNS, quand il y a une macrocytose sans amis, c'est en faveur de l'alcoolisme chronique. OK? Donc, chercher des signes indirects de l'alcoolisme chronique. Alors, quelles sont les composantes de la pancréatite qui sont les plus importants? Alors, la fréquence sont les ceux qui se voient dans 40% des pancréatites chroniques. Il s'agit de collections liquidiennes contenant soit du sucre pancréatique pur et clair, soit de la nécropancréatique, d'accord? Quand ils sont nécrosés, d'accord? Alors, collection liquidienne, ils n'ont pas de parois propres, c'est pas des pédonquistes. Ils surviennent à la suite de rupture des canaux pancréatiques propres. Alors, ces pseudokystes peuvent se compliquer,
Comprimer une voie biliaire et donc donner une cholestase, et vous savez, cholestase chronique, il y a beaucoup de conséquences de la cholestase chronique. Hein. Soit donner une conscience duodénale, et donc sténose duodénale, ça peut être inflammatoire ou bien juste une sténose, c'est-à-dire par compression extrême. Et donc le malade va avoir des gastralgies avec des vomissements, soit comprimé, comme je vous ai dit, l'axe portal et donner une hypertension portale, toutes ces conséquences, comme la cirrhose, s'infecter et donner des abcès pancréatiques. Donc, vous voyez, donc, il peut donner assez des complications assez. Alors, ici, dans l'image en haut, c'est un pancréas normal. C'est l'image en haut, c'est un stade. Donc, il montre une belle image pancréas allongé, d'accord, avec numéro 2, c'est la tête, numéro 6, c'est le canal de Burson, numéro 3, c'est le numéro 8, donc c'est le corps, numéro 4, la pancréas. Donc, vous voyez très bien. Parfois, c'est difficile de voir le pancréas au scanner ou bien IRM. Donc, il faut des coupes spéciales pour voir le pancréas. Mais vous voyez l'aspect allongé du pancréas. En bas, des images qui montrent des kystes, des pseudokystes pancréas. Vous voyez, quand c'est noir, c'est des kystes pancréas. Parfois, ils sont un petit peu hétérogènes ou bien hyper denses quand ils sont infectés ou bien des abcès. Ici, c'est des kystes, des gros kystes pancréas. Parmi les complications de la pancréatite chronique, il y a des hémorragies qui se voient dans 10% des cas de pancréatite. Alors, ces hémorragies sont dues à quoi? Soit une hypersengoragie, c'est-à-dire des hémorragies secondaires à une érosion vasculaire par pseudokyste au niveau du canal de Burson. Donc, ça va de hypersengoragie. Soit deuxièmement à une rupture d'un pseudo-anévrisme, donc c'est un pseudokyste qui donne un aspect pseudo-anévrisme, qui groupe de taille, et donc la rupture va donner aussi un peu une hémorragie. Soit l'hypertension portable, c'est segmentaire, c'est tout seulement, par exemple, un pseudokyste qui va comprimer clinique. Et il ne comprime pas 20. Et on va dire qu'il va donner une hypertension portable segmentaire. D'accord? Ou bien il va comprimer seulement veine entérique supérieure ou inférieure. Et donc, on parle d'hypertension segmentaire, mais cette hypertension portable a des conséquences de l'hypertension portable normale, c'est-à-dire l'apparition des varices partout, même mégalie. Alors, on peut c'est-à-dire un stade important. Après, en général, minimum 10 ans d'évolution, il y a des signes d'insuffisance pancréatique. Au début, c'est le pancréas, l'insuffisance pancréatique. Alors, quand il n'y a pas les sécrétions, donc surtout la manifestation la plus importante, c'est la stéatorie. La stéatorie, ça veut dire l'excès de graisse dans les selles. Donc, il y a une addition des lipides par diminution de la sécrétion de lipase. Les surveillance, on compte en général, il y a une diminution de 90% du pancréas. Donc, quand on a une stéatorie, parce que c'est rare, vous avez une stéatorie, mais quand on a une stéatorie, ça veut dire qu'on a 90% du pancréas est détruit, c'est-à-dire on est très évolué. Alors, je vous ai dit que c'est l'excès de dans les selles et on le mesure, c'est-à-dire un malade, on va prendre des selles de 24 heures, on va mesurer le taux de graisse dans les selles et si il est supérieur à 6 ou 7 grammes par 4 heures, on va dire que c'est une stéatose. Uniquement, on va susciter devant des diarrhées qui sont des diarrhées coûteuses, d'odeur nauséabonde, avec des diarrhées ou des selles qui vont donner des taches qui persistent au bout du papier, d'accord? Parce qu'ils contiennent de la graisse. Alors, bien sûr, manque d'enzymes chroniques liées à la digestion et va donner des carences de vitamines liposolubles qui sont la vitamine A, D, E, K et la vitamine B12
Et donc, tout ça, ça va donner donc, beaucoup de conséquences pour chaque vitamine. Deuxièmement, c'est l'insuffisance pancréatique endocrine qui survient après l'insuffisance pancréatique exocrine, donc stade terminal. Et les conséquences, c'est surtout le diabète par manque, bien sûr, de sécrétion de l'insuline par la glande endocrine. Il y a d'autres complications en complexité. Par exemple, les épanchements des cellules. Par exemple, l'acide blanchiment pleural, la pleurésie, en secondaire à une fistule entre l'inflammation, donc va s'étendre, et cette inflammation peut donner la genèse de fistule entre le canal pancréatique et le péritoine. Et cette fistule entre le canal pancréatique et le péritoine, donc liée à l'obstacle, soit substance fibreuse ou calcul, donc va entraîner donc, l'afflux des liquides pancréatiques dans le péritoine, et donc l'acide. Il y a aussi soit un pseudokyste volumineux du pancréas qui va donner, qui va se, il y a une rupture du pseudokyste, donc il y a du liquide dans le péritoine directement, et donc une acide, celle-ci peut même donner après une pleurésie. Donc, les acides, en général, des pancréatites chroniques, ils ont la caractéristique que ce sont des acides exudatifs qui sont riches en protéines, en lipase. Alors, d'autres complications, mais sont exceptionnelles, comme par exemple l'adénocarcinome du pancréas, mais qui sont en général dans moins de 5%. Bien sûr, le pancréatite chronique, ça reste toujours une lésion précancéreuse qui peut devenir un. Enfin, il y a aussi les thromboses vasculaires, mais c'est rare qu'on trouve des thromboses vasculaires au cours du pancréatite chronique. Il y a aussi cette symptomatologie que je voulais vous dire, le syndrome de Weber ou ce qu'on appelle pancréatite lobulaire myopathique. C'est une pathologie plusieurs étouches, mais parmi ces soucis, c'est la pancréatite chronique. Alors, elle est secondaire à une fistule entre le canal pancréatique principal, le canal de Wilson, et la veine porte. Donc, il peut y avoir une fistule. Quand on dit une fistule, c'est-à-dire que c'est une connexion entre le canal pancréatique et la veine. Et donc, le liquide pancréatique va passer dans la veine porte, et donc, va passer dans la veine porte, et donc, dans toute la circulation systémique, et donc, il va y avoir une accumulation de graisse. Cette accumulation de graisse va donner au niveau de la peau des nodules. C'est des nodules adipeux, jaunâtres, que, d'accord, et qui sont très douloureuses et qui peuvent s'ulcérer. Et quand ils s'ulcèrent, donc il y a un mouvement de vue ou bien de liquide d'aspect huileux, d'accord, mat et huile. Donc, ces nodules adipeux, ce qu'on appelle les équilibres idiopathiques, c'est le nom de Gérard Christian, c'est le nom de certainement de l'auteur qu'il a découvert, dans pancréatite chronique, mais aussi dans d'autres pathologies. Comme ça, on a terminé avec les symptômes médicaux, donc on avait dit, et c'est important, il faut savoir que l'évolution de l'histoire naturelle de la pancréatite chronique, donc au début, qu'est-ce qu'il y a comme symptômes, après, puis à la fin, qu'est-ce qu'il y a comme symptômes. Alors, maintenant, on va voir les origines. Alors, au plan biologique, savoir que le dosage des enzymes pancréatiques n'est pas important, d'accord. En général, ils sont normaux. On peut avoir une hypasémie aiguë seulement si une pancréatite aiguë, c'est-à-dire que la pancréatite chronique est réparée pancréatite aiguë, ou bien un stable pancréatite aiguë. Donc, il est diagnostiqué par une hypasémie aiguë. D'accord. Alors, on peut avoir bien sûr une hyperglycémie, par exemple, un stade tardif secondaire de diabète, secondaire à l'absence de ligne. On peut avoir des perturbations hépatiques secondaires à une hépatopathie alcoolique, par exemple, associée. On peut avoir des signes d'éthylisme chronique qu'on doit aller rechercher, puisque c'est la principale cause de pancréatite chronique. Et on peut avoir une insuffisance pancréatique qui s'exprime par la stéatorée, une diarrhée graisseuse. D'accord. Mais vous savez que tous ces bilans ne sont pas utiles pour le diagnostic de la pancréatite chronique. C'est-à-dire, certes, ils peuvent orienter, mais ce n'est pas le bilan biologique qui va confirmer. Par contre, le bilan biologique il est important dans la recherche de chirurgie. Parce que
les pancréatites chroniques qui sont secondaires des hypercalcémies. Donc, on va faire le dosage de la calcémie, de la porémie, de la parathormone pour rechercher une marque parathyroïdienne. On doit rechercher les anticorps dans le cadre de la pancréatite auto-immune. On va on va faire une enquête génétique, rechercher des maladies génétiques dans le cadre de la pancréatite génétique, ainsi de suite. Alors, les explorations morphologiques, par contre, c'est très important pour le diagnostic de pancréatite chronique. Alors, déjà, l'aspect est très simple à réaliser. Vous pouvez voir au regard du D12, des vertèbres L1, L2, vous pouvez voir des classifications. Mais attention, parce qu'il n'y a pas de classification. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pancréatite chronique. D'accord? Mais la présence de classification, c'est un élément clé. Il a une valeur importante de pancréatite chronique. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a des classifications, quand il n'y a pas de classification, on peut avoir une pancréatite chronique. D'accord? Mais jouer l'aspect, ça fait que l'aspect est très important pour le diagnostic. Maintenant, l'aspect avant, il est important. Il est important dans plusieurs pathologies. Par exemple, une occlusion. On voit même les dispositifs simples. On fait par un simple aspect. Mais actuellement, c'est un mec qui est abandonné. Parce que maintenant, on a des explorations qu'on voit directement dans pancréatique. On va parler alors par la suite. Et donc, l'aspect est un examen important pour la pancréatite chronique. Maintenant, si vous n'avez pas les explorations pour explorer le pancréas, vous faites un aspect. Si vous avez des classifications, ça évoque une pancréatite chronique. Deuxième exploration, c'est l'échographie. L'échographie est très accessible, et facile à réaliser, etc. Donc, elle joue un rôle aussi important. Mais malheureusement, le pancréas peut ne pas être vu tout à coup. Des sujets obèses ou bien des sujets qui il y a des ballonnements, c'est-à-dire des gaz intestinaux peuvent gêner l'exploration du pancréas. Parce qu'il n'y a pas de passage des ultrasons. Donc, l'échographie, si elle est normale, elle n'a pas de valeur. D'accord? Mais quand même, elle peut expérimenter. Elle peut montrer une pancréatite, une pancréas qui a augmenté de volume au début de l'émission. Elle peut montrer des anomalies du canal de Hirschsprung, d'accord? Soit des sténoses, soit des dilatations, soit même des calculs, d'accord? Quand ils sont visibles, elle peut créer une hypertension portale, une dilatation de voie biliaire, un pseudo-kyste pancréas, d'accord? Si est suffisante. Donc ça, c'est très important, mais parfois, si elle est normale, elle n'élimine pas le diagnostic pancréatite chronique. Deuxièmement, il y a le troisième, le scanner. Alors, le scanner, il précise mieux les données de l'échographie. Donc, il va donner les mêmes données, mais pas gêné par la graisse, pas gêné par les gaz intestinaux, et n'est pas gêné par l'obésité. Et donc, on va très le pancréas, et il donne les mêmes anomalies, c'est-à-dire il apprécie mieux la taille du pancréas, la morphologie du pancréas, les canaux pontiques, sténose, dilatation, irrégularité, les calcifications et les lésions, comme l'échographie. Donc, on préfère scanner, s'il y a disponibilité, on préfère le scanner que l'échographie. D'accord? Il y a l'examen le plus important, c'est le pancréato-IRM. Alors maintenant, l'IRM, il rentre dans tout. On entend entéro-IRM pour le cœur, pour le IRM pour le côlon, bi-IRM pour les voies biliaires, et là, les pancréato-IRM pour les voies biliaires et les voies pancréatiques, qui sont très voisinants. Alors, c'est le meilleur examen pour explorer les canaux. C'est le meilleur examen. D'accord? Avant, on faisait la CRE, qui est la chronologie-pancréato rétrographe-spermoscopie. C'est-à-dire que c'est les gastrologues qui le font, c'est-à-dire que c'est une endoscopie, mais c'est une endoscopie qui va permettre jusqu'au bout du dénome par un laparoscope, c'est-à-dire avec une vision latérale. Au niveau du dénome, on va introduire des places on va injecter des produits
comme la radiographie et on prendre la radio, bien suivre par scopie, radioscopie, et on va bien voir les voies biliaires et les voies pancréatiques. D'accord. Mais actuellement, ce geste qui est agressif, il est gardé sur traiter un geste thérapeutique au niveau des voies biliaires ou des voies pancréatiques. D'accord. Alors, pour le diagnostic, c'est la cholangio pancréato et qui est très meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur. Il permet une cartographie des canaux pancréatiques. Donc, on va vous montrer très bien toutes les deux canaux pancréatiques, les voies biliaires, donc tout. Et vous allez bien voir s'il y a des calcifications, souvent de lacunes, s'il y a des irrégularités des canaux, s'il y a des sténoses, des dilatations. Et en plus, il peut voir même des petites calcifications qui sont visibles au scanner. D'accord. Donc, c'est le meilleur examen si on peut faire pour les voies biliaires et pour les pancréas. Alors, vous voyez par exemple, c'est un scanner qui montre un très gros du pancréas qui sont visibles au niveau du pancréas. D'accord. Donc, c'est bien visible. En bas, c'est une pancréatographie pancréato-IRM. C'est une IRM. Vous voyez que les voies biliaires, les voies pancréatiques, sont très invisibles. On ne voit pas bien sur le pancréas. Nous, on voit que les voies biliaires et les voies pancréatiques. D'accord. Donc, vous voyez que le canal pancréatique, c'est le canal de Wilson qui est très régulier. Vous voyez, il n'a pas une paroi lisse. Il est très irrégulier. Alors que la voie biliaire principale, avec la flèche fine montre la voie biliaire principale, elle a des contours bien réguliers. Il y a une anomalie. Par contre, la flèche qui est grosse, elle montre donc le canal pancréatique principal très irrégulier. Donc, vous voyez donc très bien l'image sans avoir besoin d'explication par les radios. Il y a une autre exploration qui est importante, ce qu'on appelle l'échondoscopie. Alors, c'est un examen de seconde intention, c'est-à-dire après qu'on dit seconde intention, c'est après la pancréation IRM. Il est utilisé surtout en cas de suspicion de pancréatite chronique débutante. Alors, il est très important. L'échondoscopie, comme je vous ai dit, c'est quoi? Alors, c'est une endoscopie. Normalement, cet examen est fait par les gastro. D'accord. Il comporte une partie endoscopie et une partie radiologique. Alors, c'est un endoscope, c'est même un endoscope, mais qui a une visibilité latérale, ce qu'on appelle la poste. Alors, on introduit l'endoscope comme une fibroscopie, par la bouche. On arrive au niveau du duodénum. Au niveau du duodénum, on voit latéralement la partie qui est latérale au niveau des deux, et on introduit des pinces. Alors, les cours, pardon, ça c'est fait. Alors, latéralement, il y a un échographe. Donc, l'échographe, au niveau des voies, on arrive au niveau des normes, près des voies, okay, des voies pancréatiques. Et on touche l'endoscope, c'est-à-dire latéralement avec la paroi, c'est-à-dire muqueuse du duodénum, et on voit très bien les voies pancréatiques et les voies biliaires. Donc, c'est une expérience très importante, c'est-à-dire pour suspecter les anomalies, surtout au début de l'évolution, ou de très petites calcifications, ou bien de micro-calcifications, voire même de micro-calcifications qui ne sont pas visibles par les autres explorations, d'accord, au niveau soit des canaux pancréatiques, ou bien même les canaux biliaires. Et aussi, elle constitue une méthode de traitement. Donc, quand on arrive à ce niveau, on peut, grâce à des faire donc un drainage pseudo qui est bien visible à l'échographie par l'échondoscopie. Donc, voilà tout le rôle de l'échondoscopie. Alors, avec toutes ces explorations, donc on a dit que là, oui, montrer des classifications, parfois, d'accord, qui sont très évocatives diagnostiques, mais ce n'est pas un examen clé, d'accord. Pour l'examen clé de pancréatite chronique, c'est le prolongement pancréato IR. D'accord. Alors, d'autres, par exemple, on n'a pas de prolongement pancréatique, c'est pas possible.
fera le scanner qui serait préférable à l'échographie parce que l'échographie, elle est gênée par les gaz intestinaux. D'accord? Je n'ai rien, je ferai une échographie. Je n'ai pas de scanner, je n'ai rien, je ferai une échographie. D'accord? J'ai fait le scanner et l'échographie, je préfère le scanner. Okay? Alors, les autres explorations qu'on a dit, les colonoscopies, c'est un examen de haut niveau. Donc, on préfère le faire, surtout, il nous montrer des éléments. Alors, le diagnostic de pancréatite chronique se fait formellement sur la présence surtout. Si vous avez des anomalies canalaires typiques, c'est-à-dire des sténoses et des dilatations, des irrégularités au niveau du canal pancréatique, si vous avez des calcifications pancréatiques, c'est un signe quasi pathognomique, quelle que soit la technique utilisée pour le même médicament. D'accord? Scanner, IRM, ou bien si vous avez aussi une lésion pancréatique exotique. Donc ça, c'est des éléments clés pour le diagnostic de pancréatite chronique. Maintenant, vous allez me dire que la définition de pancréatite chronique, c'est histologique, d'accord? On ne prend pas de biopsie pour confirmer une pancréatite chronique, d'accord? On ne fait plus de biopsie pour confirmer. C'est-à-dire, on rassemble plusieurs éléments. C'est un tableau de pancréatite chronique. Alors, on arrive au traitement, donc au tableau de traitement. Alors, le but du traitement, comme on a dit, c'est une pathologie chronique, irréversible. Donc, le but du traitement, c'est de soulager le malade par cette douleur qui est importante, surtout les premières années d'évolution. Deuxièmement, un traitement éthique est très important parce qu'il permet de ralentir l'évolution de la maladie. Enfin, il faut prévenir et traiter les complications très importantes. Donc, il n'y a pas un traitement à visée curative de pancréatite et on ne fait jamais une pancréatectomie pour enlever le pancréatite. Ce n'est pas comme la cirrhose. La cirrhose au stade terminal, on fait une transplantation, c'est le stade Child BC. On préfère une transplantation hépatique si elle est possible. D'accord? C'est s'il y a la disponibilité du greffon. Dans la pancréatite chronique, on ne fait pas de transplantation pancréatique. On garde notre pancréas et on traite que les complications. Alors, premièrement, il y a les régimes qui sont très importants. Alors, le malade, il faut lui conseiller un régime pauvre en graisse. C'est très important pour diminuer la stimulation pancréatique. Mais attention, il faut éviter les déficiences, c'est-à-dire d'arrêter toute l'alimentation. Les malades le font. Il faut bien leur expliquer le régime. Deuxièmement, le sevrage alcoolique qui doit être, c'est-à-dire définitif. C'est très important. Et on peut ajouter aussi le sevrage tabagique. Parce que le tabagisme va favoriser, aggraver le pancréatite chronique et aussi favoriser l'évolution vers le cancer. Donc, ça, c'est important. Deuxième, le traitement, surtout le traitement de la douleur. Alors, pour le traitement de douleur, il faut, c'est une douleur de type pancréatique, elle va ressembler à la douleur néo. Quand je vous dis une douleur néoplatique, c'est-à-dire que c'est une douleur qui est intense. D'accord? Alors, il ne faut jamais, dans les douleurs qui sont importantes, on va dire douleurs malignes, c'est les douleurs qui sont importantes, de commencer directement par les antalgiques forts. Jamais. Il faut toujours commencer par les antalgiques palier par palier. C'est comme ça qu'ils font les oncologues. Palier par palier. D'accord? Tout d'abord, les anti-inflammatoires, c'est-à-dire comme l'aspirine, à faible dose, ou bien dans de 100 à 500, elle est très efficace pour les douleurs pancréatiques. Voire même des antalgiques comme les paracétamol. C'est-à-dire que c'est des antalgiques de niveau 1. Alors, si le malade, au bout de quelques jours ou un mois, il y a une amélioration, on peut aller au stade niveau 2, c'est-à-dire que c'est des antalgiques comme les paracétamol associés à une autre substance, comme le dextroproxylène, d'accord, ou des on appelle le tramadol. Attention avec le tramadol. Un jour, ça circule beaucoup dans la pharmacie, je crois même il existe toujours. Mais c'est une drogue. Troisièmement, alors s'il n'y a plus d'admiration avec le niveau 2, passer au niveau 3. Donc maintenant, morphine, malheureusement, dans une paradigme importante au milieu hospitalier. C'est pourquoi que je vous dis que c'est toujours donner les malades
antalgiques palier par palier parce que cette douleur qui est importante. Alors, si on a utilisé tous ces antalgiques, il n'y a aucune amélioration et la douleur elle persiste, on peut faire ce qu'on appelle la neurolyse cellulaire, c'est-à-dire des infiltrations sous contrôle EIS, ça veut dire échoendoscopie. Je vous dis que l'échoendoscopie elle joue un rôle aussi thérapeutique. On fait des injections sous contrôle échoendoscopique, des injections de phénol ou bien de l'application, d'accord, au niveau du cancer, d'accord, ça calme la douleur, d'accord, parce que la douleur, elle est sûre, c'est une douleur solaire, c'est-à-dire elle est liée à l'inflammation du plexus solaire qui est au contact direct avec le pont. Alors, deuxièmement, aussi, pour le traitement substitutif enzymatique. Alors, si on a une insuffisance pancréatique exocrine, alors si on n'a pas d'insuffisance pancréatique exocrine, on ne donne pas la somatostatin, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des symptômes de l'insuffisance pancréatique exocrine. On a une stéatorie, bien un amaigrissement. Alors, la somatostatin, bien ces dérivés comme l'octréine, elle permet d'inhiber la sécrétion pancréatique. Alors, on l'utilise aussi dans le traitement des hémorragies parce qu'elle diminue des bancaires vasculaires au niveau des varices. Alors, on se forme injectable sous-cutanée de 100 grammes 3 fois par jour pour inhiber la sécrétion pancréatique. Par exemple, pancréatique, exemple, si on a diabète, donc on donne de l'insuline. Alors, le appareil, pratiquement, il est constant après 10 ans d'évolution. D'accord. Donc, l'évolution de la pancréatite chronique, plus il va y avoir des troubles de la glycorégulation, l'apparition du diabète. Alors, troisièmement, il y a le traitement endoscopique. C'est-à-dire, quand on dit traitement endoscopique, soit par soit par des endoscopies. En cas d'obstacle canalaire de type sténose et ou cas obstructif avec du cas pancréatique. Donc, pour réduire cette hyperpression au niveau du frein pancréatique, on va soit par CPRE arrêter d'ardodie et faire une sphinctomie, d'accord. S'il y a des calculs de calcification, on peut les enlever grâce à des pinces. S'il y a des sténoses au niveau du canal pancréatique, on peut se dilater, soit mettre en place des prothèses. Donc, c'est un traitement valide. Il y a aussi le traitement chirurgical qui est rare, d'accord. Alors, vous avez par exemple des douleurs concrètes, tracteur médical et endoscopique, c'est-à-dire vraiment c'est des douleurs où on a utilisé tous les traitements et il n'y avait aucune amélioration. Alors, quels sont les types de traitements chirurgicaux? C'est-à-dire, soit on peut faire des anastomoses bursango-jejunales, et quand il y a des anastomoses entre le canal de Bursango et le canal jejunal, ça permet de diminuer donc la pression au niveau du canal pancréatique, dans la sténose de dilatation. Et deuxième, donc ça améliore la symptomatologie. Soit on peut faire des exéreses pancréatiques, et souvent c'est des exéreses pancréatiques partielles, d'accord? Mais je vous dis que c'est vraiment exceptionnel, on arrive à ce stade. Il y a aussi le traitement des pseudokysts. Normalement, je dois commencer par ça. Alors, quand il y a des pseudokysts, on ne va pas, dans tous les cas, traiter de ce. Alors, s'il y a un pseudokyste qui est de petite taille, c'est-à-dire inférieur en général 4 cm, de 2 cm, c'est juste une surveillance. D'accord? Il ne comprime aucune voie biliaire ni rien, on le laisse. Si la taille du pseudokyste est supérieure ou égale à 6 cm, ou bien c'est un pseudokyste qui comprime une voie biliaire ou via un axe vasculaire, dans ce cas, on doit drainer cette pseudokyste, c'est-à-dire l'élever. Alors, le drainage est surtout soit cutané, c'est-à-dire le radiologue sous contrôle écho ou scanographique, face à une cuve, il va évacuer ce kyste, d'accord? Donc, on parle de drainage percutané, soit un drainage endoscopique, soit par l'échondoscopie, d'accord? Exceptionnellement, c'est-à-dire si tout ça, c'est pas possible, on fait un drainage chirurgical. Aussi, le traitement biliaire. Alors, quand on a un sténose biliaire, c'est une apparition de liqueur.
c'est-à-dire la cholestase, il y a beaucoup de conséquences à la cholestase. Donc, dès qu'il y a l'apparition des ictères, donc il faut faire une dérivation chirurgicale bio-digestive pour diminuer la turbine des voies biliaires, cette rétention, et donc améliorer l'ictère. Donc, on fait des dérivats bio-digestifs. Alors, le traitement de l'insuffisance pancréatique ici, c'est-à-dire le traitement enzymatique substitutif. Alors, on est des enzymes pancréatiques, d'accord, comme de l'adipose, sous forme de gélules. On donne en général 75 000 unités d'hydrate par 24 heures avec le repas. C'est-à-dire le malade va prendre au milieu du repas. C'est des gélules qui vont améliorer donc, ce manque d'enzymes pancréatiques et donc améliorer les symptômes. Enfin, si cette insuffisance pancréatique est impossible à améliorer par un traitement médical, on est obligé de faire des dérivations chirurgicales pour stabiliser l'évolution de l'insuffisance pancréatique et exercer une mission. Maintenant, sans oublier le traitement étiologique, qui est très important parce qu'il va permettre à la cirrhose de ralentir l'évolution de la pancréatite chronique. Alors, par exemple, pour les alcooliques, il faut arrêter l'alcool. Pour les pancréatites auto-immunes, donner les corticoïdes. Toutes les pathologies auto-immunes, ça se traite par les corticoïdes. Les pancréatites génétiques, donc chercher le cogénétique, bien sûr. Les pancréatites obstructives, ça va être un traitement soit par voie endoscopique, d'enlever l'obstacle, prothèse ou bien soit par voie chirurgicale, c'est les dérivations. Donc ça, c'est très important. On a vu, en général, le traitement de pancréatite chronique, c'est surtout le soulagement de la douleur. Toujours, quand vous êtes un pancréatite chronique avec une douleur, commencez par le traitement de la douleur palier par palier. Il ne faut pas donner les tons physiques, par exemple, des premiers qu'on a vu, certains malades, donc prescrivent des traitements. Donc, dès le début, le traitement de pseudokyste, il faudrait, si il a taille importante, supérieure à 4 cm ou bien avec compression, sinon, si les petites tailles, on laisse tranquille, d'accord, ainsi de suite. Alors, je crois qu'on a terminé et je vais vous donner QCM avec la pancréatite chronique. On commence par la première question. Mais bon, il y a des réponses en même temps puisque vous ne participez pas avec moi. Alors, la douleur de type pancréatique, ça c'est la question principale. Connaître la douleur pancréatique. Chez les juste, elle est caractérisée par une irradiation abdominale transversale, oui. Elle est aggravée par le genre, si ça ne monte pas, non. Au contraire, soulagée par le genre. Donc ça, c'est faux. Elle est soulagée par l'anteflexion, oui. C'est une douleur qui est transfixiante, oui. Elle est déclenchée par la prise d'alcool, oui. Donc, c'est clair. Deuxièmement, parmi les complications suivantes, elles ou elles sont celles qui peuvent se voir après 10 ans d'évolution du pancréatite chronique. Alors, la stéatorie, oui, je vous dis que c'est une incidence pancréatique ésophagique qui se voit après 10 ans d'évolution. Comme le diabète, c'est une incidence pancréatique endocrine. Les focus du pancréas se voient surtout dans les 5 premières années. Ils peuvent persister, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans. Mais après 10 ans, ce n'est pas la complication la plus fréquente. La constipation, bon, on n'a aucun rapport ici. Les hémorragies par hypertension portale, segmentaire ou non, surtout dans les premières années d'évolution par pseudocytes. Donc, les complications typiquement tardives du pancréatite chronique sont le stéatose et le diabète. Parmi les signes suivants, c'est celui considéré comme quasi pathologique pancréatite chronique évolue. Alors, la stéatose supérieure à 10 ans par 24 heures, la stéatose, oui, c'est ce qu'il peut se voir en pancréatite chronique, mais il peut se voir aussi dans d'autres étiologies. La stéatose, il n'y a que la pancréatite, donc il n'est pas pathognomique de la pancréatite chronique. Augmentation diffuse de la densité du
blanchime pancréatique au scanner. On peut avoir une augmentation du pancréas, mais elle n'est pas vraiment spécifique, pas pathognomique du pancréatite chronique. On peut avoir une augmentation du pancréas, même dans le pancréatite aigu. Présence de calcification dans l'air pancréatique visible sur l'aspect, oui. Les calcifications, je vous dis que c'est une quasi pathognomique de la pancréatite chronique. D'ailleurs, c'est un élément diagnostique. Okay. Dilatation du canal de sang d'échographie, c'est pas signe pathognomique de pancréatite chronique. Alors, s'il y a une dilatation du bursonc et puis une tumeur au niveau en amont, peut donner une dilatation au niveau du canal pancréatique, c'est-à-dire rapport avec la pancréatite chronique. Une sténose de la voie principale lors du cathétérisme rétrograde de la papille, donc ça, c'est aussi, ça n'a pas, c'est-à-dire un rapport direct avec la pancréatite chronique ni pathognomique. Donc, ce qui est pathognomique, je vous le dis, c'est la présence d'calcification. Je vous ai dit que l'absence de calcification, c'est qu'il y a une pancréatite chronique. Alors, le traitement chirurgical en cas de pancréatite chronique chez l'adulte impose sur la constatation de. Il y a des questions, parfois il y a des questions un peu délicates. Alors, devant des calcifications pancréatiques nombreuses sur des radios sans préparation, non. On ne va pas opérer pas pour des calcifications. Devant l'élargissement du cadre duodénal au tronc gastro-duodénal, quand il y a élargissement, ça veut dire qu'il y a une pancréatite, il y a une augmentation, hypertrophie du pancréas. Non, on va opérer un malade parce qu'il y a hypertrophie du pancréas. Devant une atrophie du pancréas, non. On ne perd pas le malade parce qu'il y a une atrophie. C'est le stade terminal du pancréas chronique. Devant un canal de sang irrégulier, rétréci à la sonographique, non. Même si c'est un canal de sang qui est irrégulier, ça c'est la partie de la pancréatite chronique. Je n'opère un malade quand il y a une situation qui ne traite pas traitement médical. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sténose ou dilatation du bursonc que je vais opérer un malade. Et donc finalement, aucun élément n'est des éléments précédents. Tout ça, c'est faux. C'est pas une question. Oui. Parmi les propositions suivantes concernant les pseudokystes du pancréas, quelles sont vraies? C'est une collection liquidation par voie propre? Oui. Pourquoi on dit pseudokystes? D'accord. Ils surviennent toujours à la suite d'une pancréatite aiguë. Mais non. Elles peuvent survenir même après, surtout après une pancréatite chronique. C'est pas juste. La taille n'influence pas sur la régression pseudokyste. La taille n'influence pas sur la régression pseudokyste. Si, alors, les pseudokystes, que sont les petites tailles, les grandes tailles, ils restent. Il faut les traiter. Seulement les petites tailles, et encore une surveillance, c'est-à-dire ils ne régressent pas comme ça. Ils peuvent ou bien augmenter de taille. Mais un gros kyste ne va pas régresser tout seul. Il faut drainer ce gros kyste. Un pseudokyste peut se surinfecter, oui, il peut se surinfecter, voire même donner un abcès pancréatique. Un pseudokyste ne peut pas être responsable d'hypertension artérielle, non. Un pseudokyste peut comprimer un axe vasculaire, une porte veine mésentérique, veine génique et donner une hypertension portable. Donc, ce qui est faux. Alors, ceux qui sont justes, c'est une connaissance par voie propre et le pseudokyste, oui, il peut se surinfecter. Je crois oui. Est-ce que vous avez des questions à répondre? Bonjour, docteur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous entends. Oui, alors il y a des questions. Est-ce que vous préférez les participants que vous activez votre micro, s'il vous plaît, vous posez vos questions? Pourquoi j'ai pas activé le micro? Non, c'est pas le vôtre. Je parle des participants, docteur. Ah, d'accord. Alors, il y a une question. Comment poser le diagnostic d'une pancréatite génétique? Alors, le pancréatite génétique, ça rentre dans le cadre. Il y a plusieurs pathologies, d'accord, qui peuvent donner une pancréatite génétique associée. Moi, je n'ai pas voulu trop détailler, mais c'est une cause rare. Mais c'est-à-dire, il y a des pathologies génétiques où il y a des mutations.
Par exemple, le déficit en antitrypsine, il y a une mutation qu'il faut rechercher, il y a le dosage de l'antitrypsine, et qui sache aussi qui donne aussi une pancréatite. Parce que l'alpha-antitrypsine, c'est une enzyme qui entraîne, qui protège l'inflammation intestinale de façon générale. Quand il y a déficit de cette enzymatique génétique de cette enzyme, donc va y avoir une inflammation de plusieurs organes, vous avez parlé, et donc ça peut être, par exemple, il peut donner même une cirrhose, d'accord, génétique, Mhm. donner même une pancréatite génétique, et donc parfois, soit c'est des dosages enzymatiques, soit c'est des mules qu'il faut chercher, d'accord? Mais en général, c'est-à-dire c'est des pathologies. Il y a plusieurs pathologies génétiques qui peuvent associer, peuvent donner une pancréatite génétique. En général, c'est des mutations qu'il faut chercher, D'accord. d'accord? Merci beaucoup. Alors, est-ce que la pancréatite chronique peut compliquer d'une pancréatite aiguë ou bien c'est une deuxième entité différente? La pancréatite chronique, parmi les signes de pancréatite chronique, la pancréatite, alors quand il y a une inflammation, parce que la pancréatite, c'est une inflammation progressive, mais à chaque fois, il y a des poussées. Donc, elle peut donner des poussées de pancréatite aiguë, mais c'est surtout les premières années de l'évolution, c'est-à-dire surtout dans les 5 premières années, qu'il y a des poussées de pancréatite aiguë. Euh, parfois, quand il y a un tableau de pancréatite aiguë qui se manifeste surtout par douleur pancréatique et où il y a une hypasémie élevée, bien sûr, le scanner, il y a des anomalies. Dans ce cas, ça peut être une pancréatite aiguë simple, d'accord? Ça peut être une pancréatite aiguë sur pancréatite chronique. Donc, pour rechercher les signes de pancréatite chronique, comme par exemple les calcifications. Donc, faire un scanner, voir une pancréato-IRM pour rechercher les signes spécifiques de la pancréatite chronique. Donc, la pancréatite, c'est une explication de la pancréatite aiguë. La pancréatite chronique. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler brièvement de la différence entre les pseudokystes d'origine pancréatite aiguë et les pseudokystes d'origine pancréatite chronique? Quand on dit pseudokyste, ça veut dire que c'est un kyste qui n'a pas de paroi. En général, il se forme comment? C'est la rupture des canaux qui sont attaqués, d'accord, ou nausées, donc la rupture des canaux, donc le liquide pancréatique dehors, mais qui est connecté de tissu pancréatique, d'accord. Et donc ça forme un kyste qu'on appelle pseudokyste. Donc c'est une utilisation, et c'est beaucoup plus dans les pancréatiques, mais pas dans les pancréatiques, qui n'a pas de différence dans le mécanisme de formation. Il n'y a pas vraiment de différence. Même dans le traitement, etc. D'accord, merci beaucoup. Alors, devant ce syndrome de Weber-Christian, quel est le premier diagnostic à évoquer vu que la pancréatite chronique est rare? Syndrome de Verge, je voulais quand même vous citer ce syndrome, d'accord, quand même s'il est rare, hein, d'accord. Ce qu'on appelle aussi les pédiculites idiopathiques, parce que ça donne surtout le symptôme majeur du syndrome de Verge, c'est des nodules sous la peau. C'est des nodules qui sont durs et qui peuvent s'infecter quand on les a. Alors, l'écoulement, il y a l'écoulement de liquide huileux, hein, comme graisseux. D'accord? C'est des nodules qui ont un aspect beaucoup plus jaunâtre. Alors, c'est ça qui caractérise le syndrome de Christian mais qui peut se voir, qui peut se voir pancréatite. Il a plusieurs étiologies, mais parmi les étiologies, la pancréatite chronique. Alors, comment expliquer l'apparition des nodules, le rapport avec la pancréatite chronique? On a dit qu'il peut y avoir des fissures entre le canal pancréatique et la porte, et donc ou bien la veine cave, ou bien la veine porte. Donc, il y a le liquide pancréatique qui va passer dans la veine porte, puis la veine cave, et puis dans toute la circulation systémique. Et donc, l'accumulation de graisse au niveau de la peau va donner ces nodules qui sont très douloureux, c'est parfois associé même à des arthralgies. Dans la caractéristique, c'est l'écoulement huileux. D'accord? Mais ce syndrome peut se voir dans d'autres pathologies aussi. Oui, justement, je veux savoir c'est quoi l'étiologie la plus fréquente? C'est-à-dire que moi, je trouve que quand même, déjà, le syndrome Weber, c'est rare. D'accord? Vraiment D'accord. rare.
Donc, on l'a jamais vu. Même si j'ai vu des cas de pancréatite chronique, je l'ai jamais vu. Donc, c'est une entité qui est très rare. Peut-être les dermatologues qui peuvent voir quelques cas. Donc, les éthologies, encore, ils sont très rares. D'accord? D'accord, oui. Alors, CPIRM a un intérêt dans les deux types de pancréatite chronique, canalaire calcifiée et obstructive. Oui. Est-ce Ouais, que parce qu'elle elle va vous donner, parce que la pancréato-IRM, ou bien on va dire c'est IRM, parce qu'elle va explorer les voies biliaires et pancréatiques, elle va donner une visibilité, on va dire cartographie, hein, bien précise. Même l'IRM au niveau d'autres organes, elle va donner une cartographie. Hein. Pourquoi qu'on aime l'IRM de scanner. Elle va donner une cartographie précise des voies pancréatiques et des voies biliaires. Donc, elle va bien voir les voies biliaires, d'accord, et les voies pancréatiques, et on va voir les moindres anomalies, elle peut se voir, d'accord. Alors, pour les pancréatites calcifiantes, on a dit que les sténos, les dilatations sont très fréquentes, c'est les calcifications, d'accord. Et c'est la cause la plus fréquente qui représente plus de 80%. La pancréatite chronique obstructive, elle est rare. D'accord. Et donc, elle peut préserver longtemps de pancréatique. D'accord. Donc, elle est rare quand même, elle reste rare. Donc, on peut avoir un tableau de pancréatite chronique, alors que les voies biliaires sont normales, mais c'est une éventualité rare. D'accord. Mhm. Voilà. Mais les deux cas, c'est exactement. D'accord. Alors, pourquoi la lépasémie augmente en cas de pancréatite aiguë et pas dans la pancréatite chronique première poussée? Alors, actuellement, au début, on parlait c'est-à-dire quand il y a une inflammation, il y a une augmentation des enzymes, quand il y a une inflammation aiguë. D'accord. Alors, l'inflammation aiguë, ça veut dire pancréatite aiguë. Pas pancréatite aiguë isolée, mais pancréatite aiguë sur pancréatite chronique. Alors, en général, avant, on fait les doses de l'amylase. On dit amylasémie élevée, amylasémie, amylasurée. Actuellement, ils ont remarqué que l'amylase peut associer même d'autres, même d'autres pathologies. C'est pourquoi on ne le fait plus. Et que la lipasémie, elle est plus spécifique de la pancréatite. Et d'accord. C'est pourquoi qu'on demande que la lipasémie. Alors, un diagnostic pancréatite aiguë, c'est la douleur plus la lipasémie. D'accord. On fait le diagnostic de la pancréatite aiguë. Alors, la pancréatite chronique, c'est-à-dire il n'y a pas l'augmentation des enzymes, parce que c'est une inflammation chronique. Donc, les enzymes en général sont préservées. Mais quand on c'est aigu, il y a une augmentation de la lipasémie. D'accord. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que le pseudokyste et le faux-kyste, c'est la même chose? C'est la même chose. La même chose. Faux-kyste, oui. Alors, par quel mécanisme l'hypercalcémie donne une pancréatite chronique, s'il vous plaît? L'hypercalcémie. Alors, elle va donner une pancréatite chronique. Vous savez que l'hypercalcémie, alors le calcium, il va donner une dilatation des cristaux. D'accord. Alors, il favorise non pas seulement même, c'est-à-dire quand on a un régime riche en calcium, qu'on a pas des problèmes chroniques, on peut avoir même des problèmes de lithiase, rénal, de lithiase vésiculaire, etc., etc. Et donc, favorise la formation des cristaux. Ces cristaux qui vont donc favoriser la formation de calcification et donc l'apparition, c'est-à-dire les atteintes des cas pancréatiques et donc la pancréatite chronique. D'accord. Merci beaucoup. Je Alors, peux est-ce que vous ça se voit donner chez l'enfant? Et si oui, quelle est la pardon. cause prédominante chez l'enfant? Là, chez l'enfant. Mhm. Alors, pancréatite chronique chez l'enfant. Oui. Les pancréatites, bon, certes que moi je vois surtout les adultes, mais les pancréatites chroniques chez les enfants, ça rentre surtout dans le cadre des pancréatites auto-immunes ou bien des pancréatites génétiques. Hein. Mais ils sont rares, d'accord. Donc je suis sûre qu'on peut avoir un tas de pancréatite chronique chez nous, mais c'est exceptionnel et qui peut rentrer surtout dans le cadre de problèmes de pancréatite auto-immune parce que les causes auto-immunes se voient aussi chez les enfants.
génétique, voire même par exemple, des hypercalcémies secondaires à une tumeur thyroïdienne et tout, parce que ça se voit aussi chez les enfants, mais pas d'origine alcoolique. Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que la pancréatite aiguë non traitée peut se compliquer en pancréatite chronique? Euh, bon, en général, les pancréatites aiguës non traitées, bien sûr, elles peuvent évoluer vers la pancréatite chronique. Mais en général, il y a une cause de la pancréatite, surtout biliaire, d'accord? Et donc, si on traite la cause biliaire, en général, c'est chez nous les lithiases biliaires. Donc, vous enlevez le calcul, que ce soit au niveau de la vésicule biliaire ou au niveau des pancréatiques, et le problème est réglé, d'accord? Ça peut être d'origine médicamenteuse, vous arrêtez le médicament, le problème est réglé. Donc, on peut facilement arrêter le pancréatite chronique aiguë, pardon. D'accord, mais c'est rare, on laisse une pancréatite aiguë évoluer, d'accord. La cause de la pancréatite aiguë principale, c'est biliaire, c'est pas alcoolique. Alors, parce que c'est difficile le sevrage alcoolique, d'accord. On dit que le malade va continuer à boire et donc il peut avoir une pancréatite chronique. Mais dans la pancréatite aiguë, la cause principale, c'est surtout biliaire. Et donc, en général, la pancréatite aiguë, c'est-à-dire c'est rare on a une évolution de la chronique, c'est possible. D'accord. Alors, comment faire la différence entre poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique et une pancréatite aiguë? Répète la question. Alors, comment faire la différence entre poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique et pancréatite aiguë? Ça veut dire une personne qui présente une pancréatite chronique et elle fait une poussée de pancréatite aiguë. D'accord. Partie répondu à cette question. Parce que si la pancréatite aiguë, alors le malade fait la première fois des douleurs pancréatiques et demander la biologie, la douleur du pancréatique et plus l'hypasémie élevée. Pancréatite aiguë, diagnostic est confirmé. Ça y est. D'accord, avec deux éléments. Le diagnostic de pancréatite aiguë est établi. Alors, pancréatite aiguë, c'est une pancréatite aiguë, d'accord. Est-ce que sur un fond chronique, on cherche des éléments de la pancréatite chronique dont je vous ai parlé? Alors, si vous suspectez, par exemple, à l'interrogatoire déjà, j'ai un malade alcoolique chronique, etc., j'ai des signes d'alcoolisme, etc., je suspecte une pancréatite chronique. Je fais un AFP, j'ai trouvé des classifications, je suspecte une pancréatite chronique. Dans ce cas, je dois faire une CPIRA. D'accord? Si je trouve des anomalies, c'est en phasie. Donc, ainsi de suite. Maintenant, si j'ai un mal qui vient la première fois, douleur pancréatique, séchage, c'est une pancréatite aiguë. Les autres symptômes chroniques, je les cherche cliniquement. Je commence par l'interrogatoire l'examen clinique et la biologie. C'est tout. Voilà. D'accord. Normalement, il n'y a plus de questions. Les participants, s'il y avait autre question, vous pouvez le poser. Sinon, en clôture. D'accord. On attend le 2, bon 3, 2. Normalement, okay. Normalement, il n'y a pas de questions. Je vais vérifier. Non, normalement, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, merci. Oui. Merci beaucoup. Bon? À la prochaine. Oui, normalement, c'est bon, il n'y a plus de questions. Merci à vous aussi. Donc, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. De rien, merci à vous. Non, diabète, ça, il y a les trois parties. Il y a diagnostic, il y a complications aiguës et chroniques.